Bonjour. Après avoir évoqué le mariage en Grèce, nous allons maintenant évoquer le mariage dans l'Antiquité romaine. Il y a de nombreux points communs, il y a aussi quelques différences bien entendu. Le premier point commun, c'est l'objectif du mariage. Comme en Grèce, on ne se marie pas forcément par amour. Si on s'aime, tant mieux, mais on peut aussi, et surtout on se marie pour avoir des enfants, l'essentiel étant que la famille puisse se perpétuer. Une femme, pour être honorable, doit avoir au moins 3 enfants. C'est la vraie mère de famille a au moins 3 enfants pour être vraiment considérée. Cela va si loin qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants peut être répudiée, repoussée par son époux, qui va chercher une femme qui pourra lui en donner. On a même trouvé dans la littérature des femmes qui demandent à leur mari de les quitter parce qu'elles ne peuvent pas leur donner d'enfants et que de ce fait, elles se sentent trop coupables. Juste pour information, lorsqu'un couple n'a pas d'enfants, dans l'Antiquité, on n'envisage pas que ce soit la faute de l'homme. C'est forcément la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Comme en Grèce, il y a une période de fiançailles qui peut être assez longue puisque parfois les enfants sont fiancés alors peut-être pas dès leur naissance, mais en tout cas très petits, hein, à l'âge de 3 ou 4 ans, on pouvait avoir des femmes qui étaient promises à des hommes. Et cela, bien sûr, sans l'avis des personnes concernées, puisque quand elles sont trop jeunes, c'est impossible, mais même si ce sont des personnes un peu plus âgées, parfois on ne demande pas l'avis des mariés. Ces fiançailles faisaient l'objet d'une petite fête qui officialisait l'union future, et au cours de cette fête, la fiancée recevait un anneau qui symbolisait l'appartenance au fiancé. De nos jours, l'anneau symbolise l'amour. Hein. On a eu coutume de dire que qu'un anneau ne finit jamais, on peut en faire le tour indéfiniment. Il symbolise donc l'amour. Ici, dans ce cas-là, l'anneau symbolise une appartenance. La femme qui porte l'anneau appartient à celui qui lui a offert cet anneau. Cet anneau était porté sur l'annulaire de la main gauche car les Romains pensaient qu'un nerf de ce doigt, qu'un nerf de l'annulaire rejoignait le cœur. De ce fait, l'anneau était en contact avec le cœur, ce qui symboliquement, bien sûr, permettait l'amour entre les époux, même si on n'y croyait pas forcément. Les deux jeunes gens parfois échangeaient un baiser lors de ces fiançailles et le pacte était conclu. On trouvait très souvent ces anneaux qui représentaient ce qu'on appelle le nœud d'Hercule. Le nœud d'Hercule, vous le voyez, hein, ici on voit bien qu'on a un nœud particulier. On l'appelait le nœud d'Hercule parce que, d'après ce qu'on racontait, lorsqu'Hercule portait la peau de lion sur son dos et qu'il attachait les pattes de ce lion entre elles, il faisait ce nœud-là. Hercule ayant eu environ 70 enfants, on pensait que ce nœud favorisait la fécondité. De ce fait, les mariés devaient fermer leur ceinture de jeunes mariés avec cet anneau, avec ce nœud, et parfois donc on leur offrait une bague qui représentait ce nœud, symbole de fertilité et de fécondité. Toujours pour les fiançailles, donc la veille des noces, la mariée va donner, comme on l'a vu pour la Grèce, elle va donner ses jouets aux dieux Lares, qui sont les dieux protecteurs de la maison. Donc ils sont représentés ici. Les dieux Lares, on les trouve dans chacune des maisons des Romains. Ils sont censés protéger la famille, le foyer et les ancêtres du foyer. Et à chaque repas, on leur fait une petite offrande. Ils sont de ce fait souvent représentés avec la main tendue, comme on peut le voir hein, sur cette représentation. En tout cas, on trouve de très nombreuses statues et même des petits temples, des petits autels à l'intérieur des maisons où on va honorer ces dieux Lares, ces dieux protecteurs de la famille, les Lares en latin. Donc, la mariée va offrir ses jouets aux dieux Lares, comme à Athènes, pour montrer son passage de l'enfance au statut de femme. Ensuite, on va s'occuper d'habiller la mariée, tout d'abord avec une coiffure particulière, une coiffure qui est faite de 6 tresses enroulées autour de la tête. C'est une coiffure qui imitait la coiffure des Vestales, les Vestales étant
les prêtresses qui honoraient la déesse Vesta, qui est la déesse du foyer. Ces prêtresses faisaient vœu de chasteté et étaient donc dans un temple rond d'ailleurs, le temple des Vestales, où elles devaient entretenir un feu permanent, ce feu symbolisant le foyer de Rome, hein, donc la grande famille romaine, mais Vesta protégeait aussi chacun des foyers isolément. Ces Vestales étaient coiffées donc avec 6 tresses enroulées autour de la tête. Donc le visage qui est ici, ce n'est pas un visage de jeune mariée, c'est un visage de Vestale, et ici la coiffure a été reconstituée. Ensuite, la mariée cueillait elle-même des fleurs fraîches dans la nature et elle se couronnait d'une couronne de fleurs et ensuite enfilait donc une tunique qu'on appelait la tunica recta, une tunique droite, hein, qu'on appelait ainsi à cause de la façon dont elle était tissée, puis un voile jaune safran. Avant la cérémonie, on consultait les dieux pour s'assurer qu'ils favorisent ce mariage, qu'ils soient d'accord avec ce mariage. Et en général, on préférait que les mariages aient lieu en juin, qui est le mois de Junon, et Junon était bien sûr la déesse du mariage par excellence, la déesse femme par excellence. Donc, on favorisait plutôt les mariages à cette époque-là. La cérémonie commençait par un sacrifice, et ensuite on mangeait un gâteau d'épeautre, donc l'épeautre qui est une catégorie de céréales, qui était également symbole de fécondité, comme on l'a vu avec le gâteau de sésame dans l'Antiquité grecque. Donc là, c'était un gâteau d'épeautre qui était partagé devant le prêtre par les époux pour favoriser la fécondité. Là encore, la mariée est aidée par une jeune femme qu'on appelle la pronuba et qui conduit la fiancée devant l'autel et qui va ensuite mettre la main de la fiancée dans la main droite du marié pour sceller l'union. Après le banquet, donc, puisque après ce mariage, il y avait un banquet, la mariée était conduite à la maison de son époux, toujours avec donc sa tunique et son voile, dans un cortège, comme pour Athènes, un cortège musical, hein, puisque donc les invités jouaient de la flûte, portaient des torches. On retrouve toujours ce symbole de la torche dans le mariage romain, le feu qui représente l'amour, mais qui représente surtout le foyer, hein, comme le feu des Vestales d'ailleurs. Et lors de ce cortège, donc en musique avec les torches, on jetait des noix, symbole de fertilité, là encore. Et puis les gens qui accompagnaient chantaient et faisaient du bruit, encore une fois, pour chasser les mauvais esprits. Lorsqu'on arrivait devant la maison, la mariée ne devait pas franchir le seuil de sa future maison, elle était portée dans l'entrée, comme on le voit ici, pour éviter qu'elle trébuche et pour montrer que, en fait, elle n'était jamais entrée dans sa nouvelle famille, elle avait toujours appartenu à cette famille. Puis la mariée, arrivée donc dans la maison de son époux, déclarait « Ubi tu Gaius, ego Gaia ». Là où tu es Gaius, je suis Gaia. Une façon de dire que les deux époux étaient inséparables et qu'ils portaient le même nom. Puis on donnait à la mariée l'eau, le feu, qui étaient les symboles du foyer, donc pour montrer son appartenance à la nouvelle maison. La jeune fille alors faisait partie de la nouvelle famille et le mariage était terminé. Le mariage pouvait avoir lieu autrement, de façon beaucoup plus simple. Il y avait ce qu'on appelait la coemptio, qui signifie grosso modo l'achat. En fait, devant 5 témoins, le fiancé donnait de l'argent au père de la mariée, lui donnait une pièce d'argent et une pièce de bronze, et le père prononçait alors des paroles qui venaient officialiser la vente. Et il disait « Quirite, par les reins et la balance, je transfère la propriété ». Donc par l'argent et par un acte de justice, on va dire, la propriété, c'est-à-dire la jeune femme, puisque la jeune fille plutôt appartient à son père, hein, son père a vraiment tous les droits sur sa fille, et bien cette propriété passait dans les mains de son mari. Et ensuite, le jeune marié prenait un javelot, séparait les deux parties de la chevelure de son épouse
et le mariage était ainsi scellé. Alors sur la symbolique de cette séparation des cheveux de l'épouse avec la pointe du javelot, c'est assez flou et les archéologues se posent beaucoup de questions. Je ne peux pas vous donner de réponse ici. Il y avait aussi la possibilité d'officialiser un mariage lorsque les époux avaient vécu 1 an ensemble dans la même maison. À ce moment-là, le mariage était considéré comme acté. Je vous propose ici une reconstitution du mariage. Je vous en donnerai le lien et vous pourrez le regarder en ligne. Je pense que le son sera meilleur. À bientôt.